Au sommaire de ce journal, le président de la République préside une réunion du comité ministériel chargé de préparer la deuxième phase du programme de développement de Nouakchott. Le premier contingent de nos pèlerins quitte Nouakchott, salué par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. La ministre de la Fonction publique et du Travail supervise l'ouverture de l'atelier sur la révision de l'étude relative à la politique nationale dans le domaine de la formation continue. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La deuxième phase du programme de développement de la ville de Nouakchott est donc en préparation. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a supervisé ce soir la réunion consacrée à l'entame de cette seconde phase avec le comité ministériel chargé de préparer cette phase. La réunion a d'abord examiné le bilan de la première phase avant de passer aux grandes lignes de la seconde phase de ce vaste programme structurant. Les présentations faites lors de la rencontre ont mis en avant plusieurs réalisations importantes au cours de la première phase, notamment la construction et la réhabilitation de 1500 salles de classe, la construction, la rénovation et l'équipement de 28 centres de santé, l'augmentation de la production d'eau, le renforcement du pompage, de l'extension du réseau de distribution, ainsi que les travaux dans les zones inondées et le raccordement de certains quartiers vulnérables aux évacuations d'eau du réseau de Nouakchott des eaux pluviales, l'extension de la centrale électrique nord avec 72 MW supplémentaires, la réhabilitation des lignes électriques, l'installation de nouveaux réseaux d'éclairage public et le renforcement du réseau de distribution, la construction de 138 km de routes bitumées, dont 68 destinées à renforcer le réseau routier urbain, la construction d'une piscine olympique, première du genre dans le pays, d'une capacité de 1000 compétiteurs, ainsi que de 2 stades à Sepra et Elmina et d'une salle omnisport à Arafat, le reboisement de plusieurs axes de la capitale et l'aménagement de nombreux espaces verts. Les travaux restants devraient être achevés au cours du mois en cours, à l'exception de l'extension de la centrale électrique dont la livraison est prévue en août prochain. La réunion a aussi examiné l'état d'avancement des préparatifs de la deuxième phase du programme, appelé à renforcer davantage les infrastructures essentielles dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'hydraulique, de l'électricité, des routes et des équipements sportifs. Le projet de cette nouvelle phase prévoit la construction de 510 salles de classe, de 2 internats scolaires d'une capacité de 250 élèves chacun, de 6 jardins d'enfants, de la réhabilitation de 4 centres pour enfants à besoins spécifiques, la construction et l'équipement de services d'urgence dans 4 centres hospitaliers, d'un grand centre de maternité et de petite enfance, de 3 nouveaux centres de dialyse, d'une capacité de 100 lits, d'un centre spécialisé pour les brûlés et d'un centre de santé mentale et de traitement des addictions avec un renforcement des services de réanimation, la création et l'extension des réseaux d'eau, l'octroi de branchements sociaux, la réparation des fuites, la réhabilitation des stations de pompage et le développement du réseau d'évacuation des eaux pluviales, en plus de l'installation de 45 transformateurs électriques et de 330 km de lignes d'éclairage public, la construction de 70 km de routes urbaines, la connexion de la 70 km de routes urbaines, la connexion de la 70 km de routes urbaines, la connexion de 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 70 km de ro
la connexion du réseau routier urbain par deux axes de 15 km et la construction de 5 ponts au niveau des carrefours congestionnés, des études pour la réhabilitation du centre-ville et la valorisation des zones agricoles de Sepra et d'Arnhem, ainsi que l'aménagement de plusieurs places publiques et axes routiers et la construction de la rénovation de maisons des jeunes d'Arafat, de Darnaïm, de Taverzena, ainsi que la réalisation de 24 espaces publics. Au terme de la réunion, le président de la République a insisté sur la nécessité d'accélérer le rythme d'exécution et de respecter strictement les normes afin d'améliorer concrètement les conditions de vie des citoyens pour poursuivre la construction d'une capitale moderne et équilibrée qu'ici à Nouakchott. À l'Assemblée nationale, la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mme Amal Mint Mouloud, a répondu à deux questions orales qui lui ont été adressées par les députés Ahmed Zou, Mohamed Mahfouz Mbal et Ahmed Jedou Zain, l'imam, relatives à la crise de l'eau et à la stagnation des eaux dans les Muqata'a de Dar Naïm et de Tayaret. Mohamed Khattat a suivi cette audition. Il nous livre son récit. C'est une séance présidée par le député Mohamed Vil Barkabba, vice-président de l'Assemblée nationale, qui a été consacrée aux réponses de la ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement, Mme Amal Mint Mouloud, à deux questions orales qui lui ont été adressées par les députés Ahmedou Mohamed Mahfouz Mbal et Ahmed Jedou Zain l'imam. Dans sa question, le député Ahmed Mohamed Mahfouz Mbal s'était interrogé sur les causes réelles de ce qu'il a appelé la crise actuelle de l'eau. Après, la ministre a clarifié les mesures urgentes et à long terme que le secteur prendra pour assurer un accès régulier et durable à l'eau à tous les habitants, afin d'alléger leurs souffrances et d'indemniser ceux affectés par la détérioration des services et la falsification des factures. Quant au député Ahmed Jedou Zain l'imam, il a souligné dans sa question que les Muqata'a de Tayaret et d'Arnaïm souffrent d'eau stagnante qui affecte les habitants de certains quartiers, inonde certaines maisons et ferme certaines routes importantes, ainsi que les cours de certains établissements d'enseignement. Le député a demandé à savoir quelles mesures le secteur prendra pour disposer de cette eau afin de mettre fin aux souffrances des habitants des quartiers concernés. Dans sa réponse à la première question, Madame la ministre a confirmé que le secteur a connu, sous le mandat du président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, le lancement et la mise en œuvre d'un certain nombre de projets visant à sécuriser la production d'eau, car pour la première fois, dit-elle, depuis l'indépendance, des travaux sont menés simultanément pour valoriser les différentes sources de production, en plus de chercher à développer de nouvelles sources. Elle a passé en revue les chaînes de développement de la production qui comprennent le lac d'Al-Har, Aftot Chergui, Bouhchicha, Boule Noir, Aftot Sahri et Idini, ainsi que la poursuite des travaux visant à améliorer la production interne dans diverses capitales de wilaya et dans de nombreuses muqata'a, villages et communautés résidentielles, en forant de nouveaux puits ou en réhabilitant d'anciens et en sécurisant les équipements nécessaires à l'énergie et au pompage. Elle a salué l'excellent travail réalisé dans le cadre de la première phase du programme d'urgence pour mettre en œuvre l'accès aux services de base pour le développement local qui a permis la réalisation de plus de 320 puits en moins de 6 mois et la préparation de plus de 100 autres puits. La ministre a indiqué que la ville de Nouakchott est alimentée par deux sources principales, Aftot Sahri et Idini, soulignant que des travaux sont actuellement en cours pour valoriser la production de ces deux sources, puisque les travaux ont débuté l'année dernière. Et un projet de valorisation de la production d'Idini qui permettra d'ajouter plus de 60 000 m3 par jour, ce qui portera la production de cette ligne à plus de 100 000 m3 par jour. Elle a ajouté que les travaux de la deuxième phase du projet côtier d'Aftot, après son achèvement, permettront d'augmenter la production de cette source de 75 000 m3 par jour, en plus de sa production actuelle qui, en temps normal, s'élève à 200 000 m3 par jour, ce qui signifie que sa production totale atteindra 260 000 m3 par jour d'ici la fin de cette année.
Il a souligné que la mise en service de l'agrandissement côtier d'Aftout permettra à la production totale d'atteindre plus de 330 000 m3 par jour, soit une quantité suffisante selon les études disponibles pour couvrir les besoins en eau de Nouakchott. Concernant la deuxième question, la ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a indiqué que cette question est restée un véritable défi au cours des dernières décennies en raison de l'absence d'un système d'assainissement intégré dans la ville de Nouakchott, outre la nature topographique de ces zones situées en dessous du niveau de la mer, soulignant que sur la base des hautes instructions du président de la République, un plan d'action urgent a été élaboré comprenant l'acquisition de réservoirs et d'équipements d'aspiration et leur distribution dans les zones les plus touchées, renforçant les capacités des principales stations de pompage des eaux pluviales et le lancement des études techniques. À cela s'ajoute la recherche approfondie pour trouver des solutions radicales et permanentes aux problèmes d'assainissement de la capitale. Elle a confirmé que des travaux sont actuellement en cours pour mettre en œuvre un projet ambitieux visant à relier les zones de basse altitude à un réseau d'assainissement moderne, ce qui permettra de mettre fin une fois pour toutes aux souffrances des citoyens de ces zones, soulignant que le secteur de l'hydraulique et de l'assainissement place parmi ses principales priorités l'accès de tous les citoyens aux services de base, la fourniture d'eau potable dans toutes les régions du pays et l'amélioration des conditions de vie de la population à travers le développement des infrastructures d'assainissement. Il faut noter que la séance a été ponctuée d'interventions des députés, dont certaines ont loué les mesures et stratégies prises dans le secteur et d'autres appelant à renforcer ces mesures pour surmonter les difficultés. On reste dans l'hémicycle qui a abrité hier la réunion de la Commission des ressources humaines, laquelle a examiné 2 projets de loi portant approbation de conventions entre notre pays et la Banque islamique de développement. Ces accords sont destinés à financer un projet de construction et d'équipement d'un hôpital de référence dédié à la santé maternelle, néonatale et infantile à Nouakchott. L'occasion pour le ministre du Pétrole et de l'Énergie, M. Mohamedoullah Khaled, ministre des Affaires économiques et du Développement par intérim, d'édifier la Commission sur le contenu de ces 2 projets de loi en mettant en exergue leur importance dans le renforcement des infrastructures sanitaires nationales, en particulier dans le domaine de la prise en charge de la mère et de l'enfant. Je vous le disais donc en titre, le premier contingent de nos pèlerins est en route pour les lieux saints pour effectuer le pèlerinage pour l'année 1447 de l'Hégire. Il a été salué à son départ de l'aéroport international Tounsi par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. El Vadili ou El Sidati ou l'Ahmed Louli. Combien sont-ils? Quelles mesures ont été prises par les autorités compétentes pour assurer l'accomplissement du Hajj dans d'excellentes conditions? Élément de réponse avec Mohamed Khattab toujours. C'est dans une atmosphère d'allégresse et de grande satisfaction que nos pèlerins ont passé avec facilité les différentes étapes du processus qui ont été numérisées cette année par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel afin d'effectuer le pèlerinage du Hajj pour l'année 1447 de l'Hégire correspondant à l'année 2026. Selon ce pèlerin, les prestations ont été considérablement améliorées. Tout a été fait avec une grande facilité, a-t-il dit. Aucun de nous n'a quitté sa ville natale avant d'être à Nouakchott pour le départ. Même son de cloche chez cette femme qui déclare que sous le président Mohamed Cheikh Al-Qazwani, les services du Hajj ont été excellents. Qu'il s'agisse de l'obtention des papiers ou du transport, tout a été parfaitement bien réalisé, dit-elle. Ici, à l'aéroport international de Nouakchott-Moutousi, les pèlerins ont reçu la visite du ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. El-Vadil ou Sidati ou Ahmed Louli, accompagné du secrétaire général du ministère, M. Beitallah ou Ahmed Eswed, et d'un certain nombre de responsables du département. Au total, ils sont 3500 pèlerins mauritaniens répartis sur 7 contingents ayant bénéficié d'une réduction de plus de 70 000 anciennes ouguias. L'occasion pour le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel de souligner que le département a pris un certain nombre de mesures pour faciliter cette opération du Hajj depuis l'enregistrement jusqu'à ce jour de départ du premier contingent. Un premier contingent sur 7 qui termineront
leur départ le 13 mai courant. Il est prévu, dit-il, que 2940 pèlerins seront transportés via la compagnie aérienne saoudienne NAS durant la période s'étendant du 7 au 13 mai, à raison de 420 pèlerins par jour, tandis que 560 pèlerins seront transportés via Mauritanian Airlines. Le ministre a indiqué que le département des affaires islamiques a pris un ensemble de mesures et de procédures visant à faciliter les différentes étapes du processus, que ce soit en Mauritanie ou en Arabie saoudite, notamment en fournissant un logement et une nourriture appropriée, en plus de l'accueil des pèlerins à leur arrivée à l'aéroport de Médine par une délégation officielle. Il faut souligner la conjugaison des efforts des différents départements ministériels concernés et des services de sécurité partenaires, comme l'a indiqué le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, M. Baba Ahmed, lequel a déclaré que les avions destinés au transport des pèlerins ont fait l'objet d'audits et d'examens complets menés par les experts et inspecteurs de l'agence à différents niveaux, mettant l'accent sur leur conformité aux normes internationales approuvées dans le domaine de la sécurité aérienne et souhaitant aux pèlerins un voyage sûr et sans problème. Ainsi, le premier contingent, qui comprend 420 pèlerins, quitte Nouakchott aujourd'hui. Il sera suivi des autres pour effectuer le pèlerinage du Hajj pour l'année 1447 de l'Hégire dans les meilleures conditions. Au ministère de la Fonction publique et du Travail, l'heure est à la révision de l'étude relative à la politique nationale dans le domaine de la formation continue. Le projet faisait ce matin l'objet d'échanges dans le cadre d'un atelier organisé par le département en collaboration avec le programme d'appui à la gouvernance financière et administrative en Mauritanie. C'est un compte-rendu de Maïmounelo. Valoriser la formation des ressources humaines sur le plan théorique et offrir l'opportunité à ces ressources d'être une force de proposition, d'innovation et de performance utile sur le terrain au sein de l'administration. Tel est l'objectif de cet atelier, organisé en coopération avec le programme d'appui à la gouvernance financière et administrative en Mauritanie. Dans son allocution, la ministre de la Fonction publique et du Travail, Mme Mariam Boydjel, a affirmé que cet atelier permettra de passer en revue les caractéristiques de la politique nationale de formation continue et de concrétiser la vision de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, qui a souligné à plusieurs reprises que la construction d'un État moderne commence par la formation d'êtres humains qualifiés, capables d'assumer des responsabilités de manière efficace et compétente, notant que la formation continue constitue l'avant-garde du plan stratégique visant à renforcer les capacités de l'État. La ministre a ajouté que le gouvernement, conformément à ce plan, a fait l'investissement dans le capital humain une priorité nationale, car une administration qui ne renouvelle pas décline et un État qui n'investit pas dans ses compétences perd sa capacité d'action et d'influence. Pour sa part, l'ambassadeur et chef de la mission de l'Union européenne en Mauritanie a mis l'accent sur l'importance de la formation. Une administration performante, transparente et compétente est le socle indispensable à la stabilité, à la croissance économique et à la prestation des services de qualité aux citoyens mauritaniens. Le monde change, les technologies évoluent et les défis administratifs se complexifient. La formation initiale ne suffit plus. La formation continue est un droit pour l'agent et une nécessité pour l'État. Elle est le levier qui permettra de transformer l'administration. Cette journée de rencontre a été l'occasion d'étudier et de diagnostiquer la réalité de la formation continue en Mauritanie, de proposer des réformes juridiques et réglementaires et d'élaborer un nouveau système de gestion et de financement. Maintenant à la conférence de presse du gouvernement consacrée aux résultats du Conseil des ministres. Elle était animée hier par le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et de Relations avec le Parlement, porte-parole officiel du gouvernement, M. El-Hussein Oulmedou, et son homologue de l'enseignement au supérieur et de la recherche scientifique, M. Yacoub Ouloumoine. Ce dernier a commenté la décision relative à la transformation de l'Institut supérieur d'enseignement technologique de Rosso en école supérieure agronomique et vétérinaire. Fatima Tadé nous en dit plus. Des objectifs clairs pour renforcer la sécurité alimentaire et moderniser l'enseignement supérieur, consolider la coopération régionale et poursuivre les réformes dans le secteur des médias. Ce sont les principaux axes ici du Conseil des ministres commentés par plusieurs membres du gouvernement.
Une occasion pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Yacoub Oulmouen, de revenir sur la communication relative à la transformation de l'Institut supérieur d'enseignement technologie de Rosso en école supérieure agronomique et vétérinaire. Précisant que cette transformation s'inscrit dans la stratégie nationale visant à renforcer la sécurité alimentaire et à améliorer durablement les systèmes de production agricole et pastorale. Selon lui, cette évolution répond également aux orientations du président de la République pour diversifier les opportunités offertes à la jeunesse, notamment en matière de formation qualifiante et d'accès à l'emploi. Il a noté que la nouvelle école supérieure agronomique et vétérinaire offrira désormais, en plus de la licence, des formations d'ingénierie, de master et de doctorat. Notons que jusqu'à présent, l'ISET de Rosso accueille 408 étudiants répartis dans 5 filières avec une capacité d'hébergement de 900 lits et a déjà formé plus de 1100 diplômés depuis sa création. Avec ce nouvel statut, a-t-il dit, l'établissement pourra accueillir 300 nouveaux étudiants chaque année, soit 3 fois plus qu'actuellement. Le ministre a également annoncé la mise en place d'un pôle intégré de développement agricole et pastoral avec des antennes prévues à Kidi pour l'agriculture et à Nema pour l'élevage. Il a affirmé que pour soutenir cette ambition, plus de 11 hectares seront dédiés à l'expérimentation accompagnée de laboratoires spécialisés pour le développement de compétences dans les industries alimentaires, les fourrages et les intrants agricoles. Concernant les récentes contestations liées à certains recrutements, le ministre a assuré que les recours enregistrés concernant essentiellement les critères de qualification et non la fiabilité des résultats. Une direction dédiée à la qualification a été mise en place pour structurer les profils et améliorer la transparence des futurs recrutements. De son côté, le porte-parole du gouvernement, ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, M. Ossine Woulmedou, a indiqué que le Conseil a examiné et adopté plusieurs projets de décret et communication. Revenant sur d'autres dossiers, le porte-parole du gouvernement a mis en avant les avancées de la coopération mauritano-algérienne marquées par la signature de 29 conventions et protocoles d'attente couvrant plusieurs secteurs stratégiques, notamment l'énergie. Ces accords, a-t-il dit, devraient notamment contribuer à l'approvisionnement énergétique du pays ainsi qu'à la future construction de la maison sur la liberté de la presse. Le ministre a également rappelé les progrès enregistrés par la Mauritanie, désormais classée première dans le monde arabe selon Reporters sans frontières. Parmi les principales réalisations figurent la hausse des salaires, la régularisation de 1865 anciens collaborateurs des médias publics, ainsi que le déploiement de nouvelles infrastructures médiatiques sur l'ensemble du territoire. Il a noté que le gouvernement poursuit également la modernisation du cadre réglementaire avec l'application de la loi sur le journalisme professionnel et la délivrance des premières cartes de presse. Enfin, abordant la situation sécuritaire à la frontière malienne, le porte-parole a affirmé que les autorités suivent de près l'évolution des événements tout en appelant les citoyens à la vigilance et du strict respect des consignes des autorités administratives. À travers ces différentes mesures, le gouvernement affiche sa volonté de renforcer les capacités nationales, soutenir les secteurs prioritaires et garantir à la fois développement, stabilité et souveraineté. Les opérateurs Limatel, Chinguitel, Matel et Moritel sur le point de passer au 5G. Ils ont signé aujourd'hui avec le président de l'autorité de régulation des télécommunications de Mauritanie, M. Ahmedou, le cahier des charges relatif à l'octroi des licences d'exploitation des services de télécommunications mobiles 5G. Cette signature marque l'aboutissement d'un processus réglementaire et technique visant à introduire la technologie G5 sur le marché national, garantissant ainsi la fourniture de services de télécommunications à haut débit et de haute qualité capables de prendre en charge des applications numériques modernes et de dynamiser l'économie nationale. Le cahier des charges signé comprend des dispositions relatives à la couverture urbaine
et à la qualité de service. Le lancement des services G5 constitue une étape stratégique pour promouvoir l'inclusion numérique, stimuler l'innovation et soutenir les secteurs économiques et les services publics liés à l'éducation, à la santé et aux services financiers numériques. 60 jeunes ont reçu aujourd'hui leur parchemin à l'issue d'un stage dans plusieurs spécialités professionnelles. Il s'agit de la 3e promotion du programme de certificat de compétences, El Kafa'a, un programme né d'un partenariat entre le ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers et la société Kinross Tazias, le secrétaire général du ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers, M. Mohamed Ahmedzou Abdi, a indiqué lors de la cérémonie de remise des diplômes que le nombre de places disponibles au titre de l'année scolaire en cours dépasse 24 000 places. Il a rappelé l'accord conclu entre le ministère et la société Tazias visant à assurer la formation de 180 jeunes dans les écoles de formation professionnelle et des travaux publics à Riyad ainsi qu'à l'école d'enseignement technique et professionnel en technologie de l'information et de la communication à Nouadhibou. Les rideaux sont également tombés sur les travaux de la 4e rencontre annuelle des membres du parquet organisée sous le thème « Le ministère public face aux défis de l'étape » ont été clôturés hier soir à Nouakchott. Le mot de clôture a été prononcé par le procureur général auprès de la Cour suprême, le magistrat Mohamed Lemine. Il a indiqué que cette rencontre a constitué une opportunité majeure d'échange, d'expériences et de points de vue, ainsi que de l'identification des principaux défis auxquels fait face le ministère public. Il a souligné que la réponse à ces enjeux requiert une action collective et une coordination institutionnelle rigoureuse fondée sur la confiance, la concertation et le respect de l'état de droit. Lui succédant, le procureur de la République auprès de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, maître Edman Yatma Mbejik, a fait savoir que les échanges directs avec le ministère de la Justice, les responsables des forces de sécurité et de défense ainsi que les dirigeants des institutions nationales et des organisations de défense des droits de l'homme ont offert une occasion précieuse de renforcer la coordination et la complémentarité entre les différents acteurs du système juridique et pénal dans notre pays. Et nous refermons ce journal par le Forum mauritano-algérien de l'investissement en marge de l'ouverture de la 8e session du Salon des produits algériens. Ramaba revient sur les objectifs de ce forum. Le forum vise à présenter le climat d'investissement en Mauritanie, à passer en revue les opportunités économiques offertes aux investisseurs algériens, ainsi qu'à renforcer les perspectives de coopération et de partenariat économique entre les deux pays frères. Dans un discours prononcé à cette occasion, le directeur général de l'agence, Taha Ahmed Mouloud, a souligné que cette rencontre constitue une opportunité importante pour promouvoir les investissements et les projets structurants durables, affirmant que les relations mauritano-algériennes, fortes de leur profondeur historique et soutenues par une volonté politique commune, doivent dépasser le cadre des échanges commerciaux pour s'orienter vers des investissements productifs et des partenariats stratégiques à long terme. Il a affirmé que la Mauritanie connaît une amélioration notable du climat des affaires, soutenue par une baisse des taux d'inflation et une amélioration des indicateurs économiques, consolidant ainsi l'attractivité du pays comme destination d'investissement promoteuse. Il a ajouté que l'importance du marché mauritanien ne se mesure pas uniquement par le nombre d'habitants, mais également par son emplacement stratégique qui en fait une porte d'entrée vers de vastes marchés régionaux et des corridors commerciaux prometteurs. De son côté, l'ambassadeur d'Algérie accrédité en Mauritanie, son Excellence M. Amin Saïd, a indiqué que l'organisation de ce forum coïncide avec la 8e édition du Salon des produits algériens qui enregistre la participation d'environ 350 entreprises algériennes.
Il a estimé que cette participation reflète le dynamisme croissant des relations économiques entre les deux pays, ajoutant que les initiatives lancées et les accords signés témoignent de la volonté commune de bâtir des partenariats durables et des projets d'investissement concrets au service des intérêts des deux peuples. Il a estimé que cette participation reflète le dynamisme croissant des relations économiques entre les deux pays, ajoutant que les initiatives lancées et les accords signés témoignent de la volonté commune de bâtir des partenariats durables et des projets d'investissement concrets au service des intérêts des deux peuples. Pour sa part, le président du Conseil d'affaires mauritano-algérien, Mohamed Lafdal Ouelbettah, a souligné l'importance de traduire les relations historiques profondes entre la Mauritanie et l'Algérie en projets économiques et investissements concrets profitant aux deux pays et contribuant au renforcement de la coopération bilatérale. À l'issue du forum, les participants ont suivi la projection d'un film documentaire présentant les opportunités économiques offertes par la Mauritanie ainsi que les différents secteurs d'investissement disponibles dans le pays. La rencontre a également été marquée par la signature de plus de 20 accords de partenariat commercial entre des entreprises mauritaniennes et algériennes opérant dans plusieurs domaines dans le but de renforcer les échanges commerciaux et les services entre les deux pays frères. Voilà qui met fin à cette édition, le rappel des titres. Le président de la République préside une réunion du comité ministériel chargé de préparer la seconde phase du programme de développement de Nouakchott. C'était ce soir au Palais de la République. Dans ce journal, vous avez suivi le départ du premier contingent de nos pèlerins vers les lieux saints de la Mecque, salué par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Vous avez également suivi la supervision par la ministre de la Fonction publique et du Travail du démarrage de l'atelier sur la révision de l'étude relative à la politique nationale dans le domaine de la formation continue. C'était un réel plaisir pour moi de partager avec vous ces moments d'information. Le JTF revient demain soir, comme chaque soir et à la même heure, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien.